Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil, en effet, comme disait Monsieur Leclerc, qui est très intéressant et certainement pas assez utilisé. De façon générale, ce sont les contrats de mariage et les aménagements de régimes matrimoniaux. Et puis, on va faire un petit focus sur l'aménagement du régime de la séparation de biens avec l'introduction d'une société d'acquet dans ce régime de séparation de biens. Pour avoir une petite idée, qui est marié sous le régime de la séparation de biens parmi vous ? Ok. Qui est marié sous le régime de la communauté? Ouais, très bien. Donc c'est à peu près moitié-moitié. Pour donner un ordre de grandeur, 80% de la population française à peu près est mariée sous le régime de la communauté, qui est le régime légal, qui est le régime qui s'applique automatiquement quand on se marie sans contrat de mariage. Il faut savoir que le contrat de mariage, c'est un document, un acte qui doit être reçu par un notaire, c'est un acte authentique, qui doit être reçu soit avant le mariage, donc là on l'appelle véritablement contrat de mariage. On peut aussi, après le mariage, faire un contrat de mariage ou adapter le contrat de mariage qui avait été fait précédemment. Et on peut le faire autant de fois que l'on souhaite, ce qui n'était pas forcément simple dans le passé. Aujourd'hui, c'est devenu assez souple. Et les changements de régime matrimoniaux ou les adaptations de régimes matrimoniaux, on en fait souvent. Il faut savoir que dans les contrats de mariage ou dans les changements de régime matrimoniaux, on peut prévoir tout un tas de clauses. Et la loi française est assez souple. On a une liberté rédactionnelle assez grande. Et malheureusement, les notaires l'utilisent peut-être pas assez, comme le disait Monsieur Leclerc aussi. Sûrement, il y a des explications à ça. Quand les clients viennent nous voir qui vont se marier, des futurs époux, on fait souvent un contrat de mariage assez standard. On ne rentre pas forcément dans le détail avec eux parce qu'on n'a pas un aperçu très précis de ce qu'ils vont faire, aussi bien au niveau professionnel, quel type de famille ils vont créer, quel sera leur patrimoine. Donc on fait un peu du prêt-à-porter et pas vraiment du sur-mesure. C'est pour ça qu'il est intéressant, quand on a avancé un petit peu en âge, quand on est à l'aube de la retraite, voire un petit peu avant, de faire le point pour voir si le contrat de mariage est bien adapté à notre patrimoine et à notre situation. Donc, ces clauses qu'on peut mettre dans un contrat de mariage, elles sont de différents ordres. Tout d'abord, on peut profiter du contrat de mariage pour se transmettre des biens entre époux. C'est ce qu'on appelle un avantage matrimonial. Ce n'est pas une donation. Et ça, c'est très important. Ça viendra en plus des donations qu'on peut se faire, par exemple de ce qu'on appelle la donation entre époux. Combien d'entre vous ont fait une donation entre époux qu'on ait un aperçu? Il n'y en a pas beaucoup. Alors ça, c'est important. Quand on est marié, vous savez qu'on est héritier l'un de l'autre automatiquement de par la loi. Et depuis 2008, il faut avouer que la loi a bien amélioré le sort du conjoint survivant, puisque, pour faire simple, si tous les enfants sont communs, au décès du premier des époux, le survivant aura au minimum l'usufruit des biens, ce qui est déjà une bonne chose. L'usufruit, je vous rappelle que c'est l'usage et les fruits des biens, donc ça veut dire qu'il y a une protection qui est assurée pour le conjoint survivant. Il aura la possibilité d'habiter la maison, de la mettre en location s'il le souhaite, la possibilité d'utiliser les comptes bancaires, les meubles et les véhicules. Donc c'est déjà bien cet usufruit, mais on peut aller plus loin, et notamment avec un contrat de mariage dans lequel on va insérer certaines clauses dont on va parler plus précisément après, et on peut aller plus loin et faire en sorte qu'il y ait des biens qui reviennent non pas en usufruit mais en pleine propriété au conjoint survivant. C'est ce qu'on appelle, on va le voir tout à l'heure, la clause de préciput. Ce que je peux vous dire aussi dans les définitions, c'est que, oui, on va reparler un petit peu du régime de la séparation de biens. Dans le régime de la séparation de biens, c'est assez simple, il y a deux patrimoines, le patrimoine de monsieur, le patrimoine de madame. Il n'y a pas de bien commun du tout. Ce qui n'empêche pas, vous le savez, d'acheter des biens ensemble. Et c'est celui qui paye qui est propriétaire. C'est-à-dire deux époux séparés de biens, pour faire simple, s'ils achètent en finançant moitié-moitié un bien immobilier, ils vont en être propriétaires moitié-moitié. S'ils le financent 75-25, ils seront propriétaires 75-25. Dans ce régime de séparation de biens, on peut insérer une petite poche de biens communs.
si on le souhaite, c'est cette fameuse société d'Aquet. Alors, on parle de société d'Aquet, mais c'est une société qui n'a de société que le nom. Ce n'est pas du tout une société qui a une personne morale, une personnalité morale. Ce n'est pas une société qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cette société d'Aquet, c'est vraiment une petite poche qu'on crée par une clause du contrat de mariage ou par une clause de l'aménagement de régime matrimonial. Et dans cette petite poche de biens communs, on va pouvoir y mettre ce qu'on veut. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que les époux séparés de biens, l'un d'eux peut être seul propriétaire d'un bien, par exemple, ça peut être la résidence principale, qu'il a acheté seul, parce qu'il l'a financé seul, ou parce qu'il l'a reçu par donation, par succession. Eh bien, on peut décider à un moment de vouloir rendre ce bien personnel à l'un des époux, le rendre commun. Et là, on va pouvoir l'apporter à la société d'Aquet. C'est un acte notarié, cet acte d'apport. Il va y avoir un changement de propriétaire qui va d'ailleurs être publié au fichier immobilier, puisque au fichier immobilier, au cadastre, le bien appartenait, dans mon exemple, par exemple, à madame, et on va changer de propriétaire. Le bien va dorénavant appartenir à monsieur et madame, à la communauté, à cette petite poche de communauté qu'est la société d'Aquet, va appartenir donc aux deux époux. À quoi ça sert de faire ça ? Premièrement, c'est une sorte de cadeau que, dans mon exemple, madame va faire à monsieur, puisque un bien qui lui appartenait à elle seule va devenir un bien commun, donc elle lui donne en quelque sorte la moitié de ce bien. Ce cadeau, pourquoi elle ferait ce cadeau ? Par exemple, pour rééquilibrer les patrimoines, quelquefois, on se rend compte, après un certain nombre d'années de vie commune, qu'il y a un époux qui s'est plus enrichi que l'autre. Par exemple, c'est celui qui travaille et l'autre ne travaillait pas, et on veut rééquilibrer ce patrimoine. Il faut savoir que ce rééquilibrage, c'est un avantage matrimonial, ce n'est pas une donation, donc ce n'est pas fiscalisé, et ça ne sera pas rapporté au décès pour le calcul des droits des enfants. Okay ? Avec une petite exception dont on va parler après, c'est l'exception quand tous les enfants ne sont pas communs. Mais si tous les enfants sont communs, cet avantage matrimonial est sans fiscalité et sans rapport ultérieur. Donc, en mettant ce bien en commun, on fait un cadeau à son conjoint. On peut aller plus loin. On peut créer, comme je vous l'ai dit, la société d'Aquet, apporter un bien personnel à la société d'Aquet. On peut aussi prévoir dans l'aménagement de régime matrimonial ou dans le contrat de mariage une clause de préciput. Préciput, ça vient du latin, prae et scipio, ça veut dire prendre avant. C'est-à-dire c'est une clause qui va permettre au décès, au conjoint survivant, de prendre avant tout partage, c'est-à-dire avant transmission aux enfants des biens, de prendre certains biens. Et cette clause de préciput, elle va permettre au conjoint survivant de prendre un ou plusieurs biens qui font partie de la société d'Aquet. Il va faire, entre guillemets, son marché. Alors ça, c'est drôlement intéressant. Parce que vous comprenez, notamment quand un couple a un patrimoine qui est un peu déséquilibré et qu'on souhaite protéger le conjoint survivant, la donation entre époux, c'est très bien, mais ça va donner principalement de l'usufruit. Avec l'aménagement de régime matrimonial comportant une société d'Aquet et une clause de préciput, on va aller beaucoup plus loin puisqu'on va permettre, en fonction de ce qu'on va mettre dans cette société d'Aquet, on va permettre au conjoint survivant de prélever avant tout partage les biens qu'il souhaite dans cette société d'Aquet. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans la société d'Aquet ? Le plus fréquemment, le premier bien qu'on va mettre, c'est la résidence principale. On peut y mettre d'autres biens immobiliers, on peut y mettre de l'argent, des comptes bancaires, des contrats d'assurance vie, du mobilier, des parts sociales de société, etc. Ce qu'il faut, et ça c'est important, la jurisprudence elle est un petit peu sévère là-dessus, c'est bien identifier les biens qu'on intègre à la société d'Aquet. On ne peut pas dire la société d'Aquet comprendra tous les biens situés sur la commune de Paris. Ça c'est pas suffisant. Il faut identifier les biens en question. Et donc, au décès du premier des époux, le survivant pourra prendre ou pas. On lui ouvre des portes, et ça c'est assez intéressant en gestion de patrimoine d'ouvrir des portes, de laisser des possibilités et pas d'obligations systématiques. On lui ouvre des portes pour pouvoir piocher ce qu'il veut. Il pourra prendre soit en pleine propriété, un ou plusieurs biens, soit les prendre
en usufruit, le cas échéant, s'il le souhaite. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Ouais. Donc cet outil, il est assez simple, au passage pas très onéreux, hein, c'est un contrat de mariage avec une société d'acquet et une clause de préciput, ce n'est pas un acte très onéreux. La seule chose qui peut coûter un petit peu cher, c'est la fiscalité immobilière. Quand on va faire passer un bien d'un patrimoine personnel, un bien qui appartient à un seul des époux, au patrimoine commun de la société d'acquet, là, on a des taxes, hein, puisqu'il y a un changement de propriétaire. Donc c'est ça qui peut coûter un petit peu cher. Excusez-moi. Je vous en prie. La durée de détention, du coup, quand c'est comme ça. Je veux dire que le bien est apporté à la société d'acquet. Oui. On part sur le moment où il a été apporté à la société d'acquet, du coup. Pour la plus-value. Ouais, pour la plus-value. Alors, oui, il va y avoir deux choses. Hein, c'est-à-dire que si c'est un bien qui était, par exemple, un bien personnel à l'un des époux et qu'il est apporté à la société d'acquet, donc on va faire deux calculs de plus-value. Hein. Pour la moitié qui appartenait déjà au départ à l'époux, on va partir de la date de détention par l'époux apporteur, et pour l'autre époux, on va partir de la date d'intégration à la société d'acquet. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ça je vous l'ai dit, oui, ce régime de séparation de biens avec société d'acquet, il est particulièrement bien adapté aux entrepreneurs, aux personnes qui ont une activité indépendante, qui sont des activités qu'on qualifie parfois potentiellement à risque, hein, qui peuvent générer un passif. Pourquoi c'est bien adapté? Parce que on va conserver le régime de la séparation des biens, hein, vous l'avez compris. On va juste intégrer cette petite poche de biens communs, mais par rapport au créancier, le passif personnel, lui, n'intégrera pas la société d'acquet. Sauf si on voulait éventuellement l'apporter, ce qui ne serait pas interdit. Mais chacun gardera son passif personnel et il n'y aura pas de conjonction des patrimoines vis-à-vis des créanciers personnels de l'un des époux. Vous vous êtes peut-être posé la question de savoir si on pouvait mettre tous les biens dans la société d'acquet. C'est possible. Et c'est même un régime spécifique qu'on appelle parfois la communauté universelle. Vous avez entendu parler de ce régime? On peut décider de mettre tous ces biens, et de façon universelle, hein, communauté universelle, que ce soit les biens personnels de l'un des époux, que ce soit les biens communs, les biens qu'on a déjà reçus ou ceux qu'on recevra dans le futur, on peut dire qu'on adopte un régime de communauté universelle, donc tout sans exception sera commun. Sans exception ou presque, parce que il arrive parfois que lors d'une donation, on donne un bien avec une interdiction d'entrer en communauté. Les parents, quelquefois, disent « je vais te donner un bien, mais c'est un bien de famille, et je ne veux pas que par un biais ou par l'autre, et peut-être par un changement de régime matrimonial avec une communauté universelle, je ne veux pas que ce bien devienne un bien commun. » Mais mis à part cette exception, on peut, avec le régime de la communauté universelle, faire en sorte que tous les biens intègrent ce patrimoine commun. L'intérêt, c'est qu'on est à égalité parfaite entre époux, tout est commun. Et puis le deuxième intérêt, c'est que souvent, dans ce régime de la communauté universelle, on intègre une clause qui s'appelle une clause d'attribution intégrale de la communauté aux survivants. Vous avez compris le mécanisme? On met tout en commun et on prévoit dans le contrat de mariage qu'au décès du premier des époux, tous ces biens communs, c'est-à-dire l'intégralité du patrimoine, reviendra aux survivants. Alors sur le principe, ça peut paraître intéressant, et ça l'est parfois, parce que le conjoint survivant va bénéficier d'une protection parfaite. Il sera plein propriétaire de la totalité des biens qui appartenaient aux deux époux. Il en sera plein propriétaire à l'instant du décès. Il n'y a même pas, entre guillemets, à régler la succession. Hein, c'est l'effet de la loi et l'effet du décès qui vont faire que le survivant sera plein propriétaire. Donc grande sécurité pour lui. Dès le lendemain du décès, il fait ce qu'il veut de l'intégralité des biens sans avoir à demander l'accord aux enfants. Le problème de cette communauté universelle, en fait, c'est une sorte de société d'acquet où on a mis le curseur à 100%, c'est-à-dire on a tout mis dans la société d'acquet. Le problème de cette communauté universelle, c'est que c'est un petit peu
un char d'assaut qui rentre dans un magasin de porcelaine, si vous voulez. On attribue tout au conjoint, les enfants n'ont rien et se posent différentes problématiques. D'abord, les enfants peuvent être un petit peu déçus, voire mécontents de ne pas hériter au premier décès. Ils peuvent aussi dire bah ouais, c'est sympa, mais nous, on perd un droit à abattement fiscal, c'est-à-dire comme ils n'héritent pas fiscalement au premier décès, ils vont perdre un droit à abattement. Alors certes, ils auront tout ce qui restera au second décès, mais avec un seul abattement. Donc ça, en général, ils ne sont pas très d'accord, enfin, pas très contents. Et puis, surtout, est-ce bien utile de transmettre 100% des biens au conjoint survivant? Dans certains cas, oui, notamment dans un cas où il y a une fâcherie familiale. Il est clair que quand dans nos bureaux, il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent « voilà, on a eu 3 enfants », il y en a 2 avec qui on s'entend très bien, tout va bien. Puis il y en a un 3e, ça fait 25 ans qu'on ne l'a pas vu, on ne sait pas où il habite. Donc comment ça va se passer au décès? Et là, on peut en effet penser à la communauté universelle comme un outil qui permettra au premier décès d'éviter d'avoir à régler une succession, de tout transmettre en pleine propriété au conjoint, même si vous avez raison de penser que c'est un peu reculier pour mieux sauter, puisqu'au second décès, il faudra quand même régler la succession et retrouver cet enfant et voir s'il accepte ou pas la succession. Mais en tout cas, ça peut être une sécurisation importante pour le conjoint survivant dans cette hypothèse. Donc, communauté universelle, dans certains cas, oui, mais assez particulier. Société d'acquet, vous comprenez, c'est beaucoup plus précis. On va mettre dans cette petite poche de communauté ce qu'on pense être utile pour le conjoint survivant et on lui laissera la faculté, avec la clause de préciput, de prélever ce qu'il souhaite. Ça ne viendra pas forcément en toute propriété à son profit. C'est lui qui fera son petit marché. Est-ce que c'est bien clair tout ça? Ouais. Dans la clause de préciput, on spécifie les biens sur lesquels le conjoint survivant pourra, entre guillemets, faire son marché. Oui. D'accord. Oui. Les biens sont spécifiés. Oui. Alors, dans la société d'acquet, on va préciser quels sont les biens qu'on souhaite faire rentrer dans la société d'acquet. Donc, et là, on va les préciser très, très nettement. Sachant qu'il peut aussi y avoir des substitutions de biens. Je m'explique. On décide, les 2 époux décident de créer une société d'acquet et, on va dire là, c'est le monsieur, dit bah, écoute, la maison qui m'appartient à moi seul, je vais la mettre dans la société d'acquet pour qu'elle devienne commune. Et puis, on prévoira en parallèle la clause de préciput qui te permettra, à toi, mon époux, si je décède en premier, de prendre cette maison en pleine propriété. Impeccable. Et puis, 5 ans plus tard, ils décident de vendre cette maison. Alors, c'est devenu un bien commun au passage. Hein. C'était un bien propre, c'est devenu un bien commun. Puis, la maison ne leur convient plus, ils décident de la vendre. Pas de souci. Ils vont vendre la maison qui faisait partie de la société d'acquet. Le produit de la vente va rentrer dans la société d'acquet. Et on pourra réutiliser le produit de cette vente, le prix de vente, pour racheter un nouveau bien qui fera, si on le souhaite, faire partie de la société d'acquet. Hein, donc, cette société d'acquet, en effet, on définira précisément quels sont les biens qui sont dedans, sachant que ça peut changer au cours du temps. La clause de préciput, c'est celle qu'on prévoit le plus souvent. On n'est pas obligé de la prévoir. On pourrait faire une simple société d'acquet, donc, dans laquelle certains biens seraient devenus communs au sein de notre régime séparatiste. Et donc, au décès du premier des époux, eh bien, la moitié de la communauté, de cette petite communauté, ferait partie de la succession, en plus de ses biens personnels. Vous m'avez suivi. On peut aussi prévoir des clauses de partage inégal. C'est un peu plus rare, mais ce n'est pas idiot dans certains cas, notamment quand on veut rééquilibrer un petit peu le patrimoine, c'est-à-dire que là, on oublie la clause de préciput, on a toujours notre société d'acquet dans laquelle il y a des biens communs, et on prévoit une petite clause de partage inégal où on dit, bien, au décès, c'est un exemple, hein, parce qu'on a encore une fois une très grande liberté rédactionnelle. On dit, au décès, eh bien, si c'est monsieur qui décède en premier, on considérera que dans sa succession, il y a un tiers uniquement de la société d'acquet. Les 2 autres tiers revenant à madame, ou vice-versa, ou d'autres proportions. On peut donc répartir inégalitairement cette petite poche de biens communs.
quelques exemples maintenant. Un exemple qu'on vit souvent dans la pratique, qui est assez amusant parfois même, c'est l'exemple de la résidence principale qui appartient à un des deux époux, et puis l'autre époux le vit mal. Et ça, on le voit assez souvent, parce que quand il rentre dans le bureau, il y en a un qui a un sourire, puis l'autre, il fait la tête. Et donc, c'est souvent celui qui fait la tête qui explique, qui dit « Oui, non, mais moi, je voulais venir, parce que là, quand même, moi, je me sens pas chez moi, la maison a été donnée par les parents, ou si on est en régime séparatiste, il y a un des époux qui avait acheté seul la maison, ça fait 30 ans que c'est comme ça, et puis il y a le conjoint qui se sent pas chez lui, quoi. Et ça, c'est psychologique, mais c'est important, le psychologique, dans un couple. Et comment peut-on faire pour rendre ce bien commun ? Alors, il y a plusieurs solutions, notamment quand on est marié sous un régime de séparation de biens. On pourrait concevoir une vente de la moitié indivise du bien par celui qui est seul propriétaire du bien au profit de celui qui n'est pas propriétaire. Et souvent, ils veulent faire ça parce que souvent, dans leur tête, celui qui n'est pas propriétaire, il dit « Oui, mais moi, j'ai quand même payé la moitié de l'emprunt qui a servi à construire le garage, c'est moi qui ai fait tous les travaux, c'est moi qui ai payé la cuisine, etc. » Donc, il a déjà son petit compte. Et il dit « La maison elle vaut 180 000, mais moi, j'ai déjà mis indirectement dans cette maison 80 000 euros, donc j'ai le droit à la moitié. » Donc, on pourrait faire une vente de la moitié de la maison. Si on prend mon exemple d'une maison à 180 000, la moitié serait vendue 90 000, qui pourrait se compenser ces 90 000 euros en tout ou partie avec les investissements qui ont déjà été faits par l'autre époux. Bon, il faut bien justifier tout ça pour l'administration fiscale, que ça ne soit pas considéré comme une donation déguisée, mais ça tient la route. Sauf que cette vente, c'est assez onéreux, parce qu'il y a des droits d'enregistrement sur une vente. On pourrait aussi penser à faire une donation du vivant. On peut se donner du vivant entre époux. Ce qu'on appelle les donations entre époux, c'est des donations qui ne prendront effet qu'au décès du premier des époux. On peut faire des donations du vivant. Ça a d'autres implications qui ne sont pas forcément simples à gérer dans le futur. Mais on a un outil qui est génial, c'est l'apport en communauté, l'apport à la société d'acquet. Et là, c'est un outil qui est assez simple et encore une fois moins onéreux que toutes les autres solutions qu'on va souvent utiliser, où là, l'époux en question va apporter à la communauté la maison qui lui appartenait en propre, apporter à la société d'acquet. Et on pourra même faire apporter par l'autre époux sa créance au titre des travaux qu'il a financés dans cette maison pour remettre les compteurs à zéro et qu'il n'y ait pas de conflit ultérieur. Oui ? Petite question. Imaginons que le client, en tout cas le propriétaire de la maison, est votre client. Votre devoir de conseil peut encourager ça ? Alors, c'est une bonne question et ça me permet... Le notaire, il est toujours le conseil des parties. Et ça, quelquefois, c'est un petit peu étonnant dans l'esprit des gens, et notamment dans l'esprit des avocats. Moi, je suis associé avec des avocats, et quelquefois, ils ne comprennent pas ça. Le notaire, même si il est très copain avec un vendeur d'une maison et qu'il ne connaît pas du tout l'acquéreur, s'il se rend compte que le vendeur, il essaie de faire passer des trucs pas tout à fait réglo, il est de sa responsabilité professionnelle et il encourt une sanction disciplinaire, voire civile, voire même pénale. Il encourt en tout cas une responsabilité disciplinaire forte s'il ne conseille pas de la même façon, avec le même niveau de conseil, l'une ou l'autre des parties. Et pour reprendre votre exemple, le conjoint qui vient nous... Enfin, les époux qui viennent nous voir... Il y en a un qui dit « Moi, je voudrais que la maison elle devienne commune parce que je vis mal le fait d'habiter chez toi. » Moi, je l'entends, ça. Ah ouais, je l'entends. Et je pense que ça peut même être générateur d'une souffrance pour le conjoint qui ne se sent pas chez lui. Et ça peut même aller loin. Ça peut même aller jusqu'à une séparation. Donc, je pense qu'il faut tout au moins l'entendre. Alors après... La réponse, elle est simple, c'est qu'on va vérifier que celui qui est propriétaire, il comprend bien. C'est sûr que s'il ne comprend rien à ce qu'on lui dit, on ne va pas faire. C'est aussi le devoir du notaire de vérifier la capacité des parties et leur consentement éclairé. Mais je vais vous dire, quand ils ont déjà fait le pas tous les deux pour aller chez le notaire,
c'est cuit. C'est-à-dire que celui qui a été emmené par la main par son conjoint pour dire « bon, moi, la maison, maintenant, je veux que ça soit un bien commun », il est déjà presque d'accord à 100%. Il veut juste comprendre comment ça fonctionne et formaliser les choses. Mais votre question elle me fait rebondir sur un point important, parce que c'est peut-être ça qui est en corollaire, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de séparation ? Et ça, je voulais en parler un petit peu après, mais on peut l'évoquer dès maintenant. L'intérêt qu'on a aussi avec ces avantages matrimoniaux, et encore une fois, on peut faire beaucoup de choses parce que le Code civil, il est assez laconique et la pratique validée par la jurisprudence a créé plein de solutions. Et notamment, elle a créé ce qu'on appelle la clause alsacienne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette clause alsacienne qu'on peut insérer dans les contrats de mariage et les aménagements de régimes matrimoniaux. Elle s'appelle clause alsacienne parce que c'est les notaires d'Alsace à l'époque qui avaient eu cette idée. Et cette idée, elle a été soumise aux juges parce qu'elle ne figure pas, c'est pas des textes, ça ne figure pas dans le Code civil. Et les juges, au début, n'étaient pas trop chauds. Et puis, ils ont validé, maintenant c'est bien clair, cette clause. Cette clause alsacienne a dit que tous les apports qu'on va faire, comme l'apport de la maison, dans notre exemple qu'on voulait rendre commune, on peut dire que ça ne vaudra qu'en cas de décès, mais pas en cas de divorce. C'est-à-dire qu'en cas de divorce, chacun reprend ses billes, on annule les apports qui ont été faits. C'est une clause qu'on prévoit souvent et qui est aussi un peu le corollaire de ce que vous disiez. Voilà, on fait un cadeau quelque part, mais un cadeau qu'on ne veut pas regretter plus tard. Donc s'il y avait un divorce, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas d'histoire de responsabilité dans le divorce, eh bien, il y a une reprise des apports. Donc ça, c'est possible. Alors, un autre exemple qu'on utilise aussi pas mal avec ces aménagements de régimes matrimoniaux, c'est l'exemple, et là j'ai le cas par exemple en ce moment, un monsieur qui avait créé une société il y a quelques années, qui a bien fonctionné, une sorte de start-up, et qui s'est fait racheter sa société par un plus grand groupe et qui a empoché un beau billet de 10 millions d'euros. Il est assez jeune, il a 45 ans, et forcément le patrimoine est totalement déséquilibré entre lui et son épouse, sachant que son épouse ne pourra pas arriver à ce même niveau. Et lui, il veut absolument compenser les choses. Donc, on réfléchit sur deux aspects. Trouver un moyen de rééquilibrer un petit peu le patrimoine, pas à 100%, et surtout aussi de préparer la transmission aux enfants. Parce que forcément, quand on a un patrimoine un peu important, vous savez que plus on s'y prend tôt, plus on anticipe la transmission, plus on met en place une stratégie de transmission avec les enfants dans le temps, plus on va économiser d'impôts. Sachant qu'aujourd'hui, les abattements, vous savez, pour transmettre aux enfants, c'est 100 000 € tous les 15 ans. Donc ça va vite, 100 000 € par parent à chaque enfant tous les 15 ans. Donc on a vite épuisé ces abattements. Donc là, la société d'Aquet, elle a son intérêt. Je vais vous expliquer comment. Ces gens-là, ils sont mariés sous un régime de séparation de biens. Monsieur, il vient d'encaisser un gros chèque. On peut transformer cet argent propre à monsieur en argent commun en le mettant dans la société d'Aquet. D'autant qu'il a une partie d'argent, il a une partie de part sociale. Donc on a prévu d'apporter à la société d'Aquet une partie d'argent, une partie de part sociale. Avec une clause alsacienne. S'il y a divorce, il reprend ses billes. On a transformé des biens propres en biens communs. Et donc maintenant, on va pouvoir donner. Et là, c'est les deux parents qui vont donner les parts sociales. On va partir sur les parts sociales aux enfants. Et là, on va doubler les abattements. Ils ont 2 enfants. Au lieu d'avoir 100 000 € x 2, on va avoir 400 000 € d'abattement. Ce n'est pas négligeable, surtout si on peut réitérer sur le temps à plusieurs reprises, ce qui sera le cas parce qu'ils ont des enfants communs. Et là, le professeur Ovas va me dire, oui, mais ça ressemble un petit peu à un abus de droit fiscal. Oh, non, pas du tout. Mais certains y ont pensé. Oui. Et une histoire qui maintenant, dans la question qui se pose, c'est on met en communauté certains biens et le lendemain, Voilà. on fait la donation. Voilà, c'est ça. Y a-t-il un abus de droit à raison précisément de la proximité des Voilà. deux opérations?
Alors, l'un de nos grands confrères a dit il y a abus de droit. Je ne le pense pas, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de contentieux sur ce point. Alors, dans la pratique, ce que l'on fait, donc c'est vrai que c'est un petit peu cousu de fil blanc. Si le jour même, vous voyez le truc, on apporte les parts sociales à la communauté, et le jour même, on fait la donation par les 2 parents aux enfants, en doublant les abattements, l'administration fiscale pourrait y voir une tentative, en tout cas, d'abus de droit fiscal. Alors, ce qu'on fait, parce qu'on est prudent quand même, on ne veut pas mettre les clients dans une situation complexe, on a 2 techniques pour éviter, ou tenter en tout cas d'éviter les problématiques, et pour l'instant, on n'en a jamais eu. D'abord, on va laisser un délai entre l'apport à communauté et la donation. Et moi, ce que je dis toujours aux clients, c'est au moins 1 an. Alors, ça sort de nulle part le 1 an 1, mais voilà, au moins 1 an. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que l'on fait, c'est dans la donation, on donne d'autres biens que ce qui avait été apporté en communauté pour, si vous voulez, un petit peu habiller les choses. Et puis, c'est pas très compliqué de trouver souvent, quand il y a une volonté de transmission, d'autres biens que ceux qui ont été apportés spécifiquement à la communauté qu'on va donner. Et si les actes sont rédigés correctement, si on montre l'intérêt patrimonial avant l'intérêt fiscal, ça doit bien se passer. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui. Qu'est-ce qui se passe en cas de divorce entre-temps? Alors, c'est ce qu'on avait évoqué. On fait la donation et après il y a le divorce par rapport aux abattements aux enfants. Ah bah non, ça c'est fait. Ah ouais, ça c'est fait. Ouais. Parce que c'est-à-dire que vu qu'il y a une clause alsacienne, il pourrait reprendre ses biens à... Non, parce que ça a été donné après. Donner, c'est donner. Comme on disait dans le cours de la Voilà. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que le Pax est éligible à ces Ah, c'est une très bonne question. C'est pas clair du tout. A priori, non. Très bonne question. A priori, non. Ouais. Et- Ouais. Non, mais ça, c'est réglé. Ouais. Alors, Une taxation en cas d'apport d'immobilier à la société. Ouais. C'est une taxation de plus-value. non, c'est... Oui, Droit d'enregistrement. oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais. 0,715. C'est ce qu'on appelle la taxe de publicité foncière, pour toute mutation immobilière. D'accord. Il faut faire un contrat à chaque acquisition. Alors, c'est aussi une bonne question. Pour les biens, Ouais, alors pour la société d'acquet, non. Il faut mieux être précis et dire ce qui est apporté de façon précise à la société d'acquet. Parce qu'il y a de la jurisprudence qui dit que si on prévoit une société d'acquet trop large, et d'ailleurs on le voit dans la pratique, c'est-à-dire qu'on pourrait dire la société d'acquet comprendra tous les biens qui seront acquis à partir du 1er janvier 2023. On pourrait prévoir ça. Et puis prévoir en parallèle la clause de préciput qui permet de faire son petit marché. Et bien ça, il semblerait que ça soit remis en cause parce que ce n'est pas assez précis. Donc autant être précis. Et donc, si on veut apporter différents biens dans le temps, il faudra faire différents actes d'apport. Alors, ce n'est pas un changement de régime matrimonial à proprement parler, c'est un acte d'apport à société d'acquet. Alors, les formalités de cet acte, elles sont assez simples, elles se sont simplifiées dans le temps. Il faut informer les enfants quand on adapte le régime matrimonial, soit quand on crée quand on modifie un contrat de mariage ou quand on adapte le régime matrimonial. Il faut savoir qu'il y a une obligation d'information des enfants majeurs, uniquement des enfants majeurs. Ce n'est pas un accord qu'on leur demande, c'est uniquement le notaire qui va leur envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception en leur disant voilà, vos parents ont adapté leur régime matrimonial sans dire ce qu'il y a à l'intérieur de cette adaptation. Et les enfants ont 3 mois pour faire opposition devant le tribunal judiciaire. C'est-à-dire ils peuvent s'opposer et dans ce cas-là, ils seront convoqués, reçus, entendus par un juge qui leur demandera pourquoi ils font opposition. Et le juge, suite à cet entretien, soit il homologuera l'acte du notaire, soit il ne permettra pas au régime matrimonial d'être valide. Alors c'est une hypothèse assez qu'on pourrait qualifier d'école dans la plupart du temps,
mais cette hypothèse d'opposition qui serait suivie des faits, elle a été mise en place pour un cas qu'on imagine tous, c'est quand tous les enfants ne sont pas communs. Comprenez qu'avec ces adaptations de régimes matrimoniaux où on fait passer des biens propres à la communauté, eh ben on peut déshériter indirectement des enfants. L'image d'Épinal, c'est le vieux monsieur qui se remarie qui se remarie avec une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, aussi jeune que ses propres enfants, à ce monsieur, et qui lui dit « Mon chéri, ce qui me ferait plaisir comme cadeau de mariage, c'est une communauté universelle. » S'il veut lui faire plaisir, vous comprenez qu'il y a un fort risque que le vieux monsieur décède en premier, et que par le jeu de la communauté universelle et de la clause d'attribution intégrale, tous les biens de ce monsieur reviennent à sa jeune épouse, qui est aussi jeune que les enfants de monsieur, qui auront été déshérités. Donc dans cette hypothèse, bon c'est une image d'Épinal, hein, dans cette hypothèse, les enfants, ils ont une action. Alors, cette action en opposition au titre du changement de régime matrimonial, mais une autre action même, ils ont ce qu'on appelle l'action en retranchement, c'est-à-dire qu'au décès de leur papa, ils pourront dire « Oui, mais nous, on veut récupérer une partie de l'héritage qu'on aurait dû avoir si notre père avait fait la donation entre époux la plus large possible entre époux. » C'est-à-dire qu'on va faire un double calcul, en quelque sorte. On va regarder quel est le montant dont a bénéficié la jeune épouse grâce à la communauté universelle, par rapport au montant dont elle aurait bénéficié avec une donation entre époux la plus large possible, et il y aura une créance, c'est-à-dire que les enfants du vieux monsieur vont demander des sous pour se faire rétablir de la différence vis-à-vis de leur belle-mère. Pour autant, vous m'avez suivi jusque-là ? Pour autant, c'est pas parce qu'on a des enfants d'un premier lit qu'on ne peut pas changer son régime matrimonial et prévoir des avantages matrimoniaux. C'est juste qu'il faut être un peu plus malin que de faire une communauté universelle. Mais on peut prendre un autre exemple. J'ai des enfants d'un premier lit, je me remarie. Et je voudrais absolument que ma seconde épouse bénéficie en pleine propriété d'un bien. Je peux, si je suis marié sous le régime de la séparation de biens, prévoir ma petite société d'acquet, apporter la résidence principale qui m'appartient en propre, la mettre dans la société d'acquet à deux biens communs et prévoir une clause de préciput qui permettra à mon épouse, si je décède en premier, de prendre la maison en pleine propriété. Qu'est-ce qui va se passer à mon décès, si je décède en premier ? Eh bien, le notaire chargé de ma succession, il va faire ses petits comptes. Il va regarder qu'est-ce qu'a reçu mon épouse par rapport à ce que lui aurait donné une donation entre époux du maximum. Soit c'est inférieur, donc là, pas de souci, elle ne doit pas d'argent à mes enfants. Soit c'est supérieur, elle devra un peu de sous à mes enfants. Mais moi, quand j'aurais fait leur changement de régime matrimonial, ou quand j'aurais fait mon changement de régime matrimonial dans cet exemple, j'aurais déjà fait ces petits calculs. Et je saurais déjà si on dépasse ou pas. Et même si on dépasse, ce n'est pas très grave. Dès l'instant où on est informé. Et grâce à ce procédé, j'aurais pu transmettre en pleine propriété, comprenez, pas avec un simple usufruit de donation entre époux, j'aurais pu transmettre en pleine propriété de façon certaine un bien sans fiscalité à mon épouse, alors que j'ai des enfants d'un premier lit. La seule chose, c'est qu'on saura que, eh ben, d'après nos calculs, il y aura certainement 10 000, 50 000, 100 000, peu importe, euros qui pourront être demandés par mes enfants, qui pourront, parce que l'action en retranchement, comme toutes les actions en réduction, c'est au bon vouloir des héritiers réservataires, ils ne sont pas obligés de le demander. Enfin, en tout cas, s'ils le demandent, ils percevront cette somme, et peut-être qu'en parallèle, on mettra en place une assurance vie, une assurance décès qui permettra à mon épouse de régler sans avoir de difficulté la somme en question. Parce que les valeurs sont arrêtées au jour de la donation et pas au jour du décès. Les valeurs de quoi ? Les valeurs des biens. Ah si, le calcul on fera au jour du décès. On regardera quel est l'avantage, l'émolument qui a été reçu par rapport à ce qui aurait pu être perçu. Donc en effet, vous avez raison, les prévisions que je vais faire, elles ne seront pas forcément très justes. Mais après, on voit les grandes masses. Encore une fois, si on fait une communauté universelle avec des enfants d'un premier lit, là, on se met dans une situation potentiellement compliquée. Par contre, si on fait un changement de régime matrimonial avec un avantage matrimonial adapté sur un bien,
on sait quand même jusqu'où ça peut aller. Pardon. Dans la société, on peut mettre que de l'usufruit aussi. Ouais. Pour protéger les enfants. Ouais. On met ce qu'on veut. On pourrait. Donc, les enfants sont avertis, on ne leur demande pas leur autorisation encore une fois, ils ont 3 mois pour faire opposition. Moi, je ne l'ai jamais vu, j'ai même pas de confrère qui m'en ait jamais parlé, mais enfin bon, voilà, il faut le faire. Et la question que vous alliez me poser, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un décès de l'un des époux dans les 3 mois? Et ça, les gens nous la posent, la question, parce que quelquefois, quand on change de régime matrimonial, on est un petit peu âgé, et on se dit, bon ben voilà, là on va se protéger l'un l'autre grâce à ce régime matrimonial. Et quand le notaire leur dit, oui, mais vous savez que les enfants, ils ont 3 mois pour faire opposition, je me dis, ah ben oui, mais qu'est-ce qui se passe si on décède dans les 3 mois? Et là, la première fois que je me suis posé cette question, je me suis dit, si les 3 mois ne sont pas écoulés, le changement de régime matrimonial ne sera pas valable. Et j'ai regardé un petit peu la jurisprudence, et la jurisprudence, elle a évolué dans le temps. Et aujourd'hui, elle est figée pour dire que c'est valable. C'est-à-dire que changement de régime matrimonial, décès le lendemain de l'un des époux, le changement est valable, même si les enfants n'ont même pas encore reçu la lettre recommandée qui leur donnait un délai de 3 mois pour faire opposition. Il y a une autre technique, c'est qu'on invite les enfants au changement de régime matrimonial et ils déclarent avoir été informés et renoncer au délai de 3 mois. C'est Ouais, tout à fait ouais, possible. oui, c'est vrai, on pourrait faire ça. C'est rare que les enfants soient là, peut-être que c'est quelque chose que... Oui, mais ça. c'est vrai, Mais on pourrait les on faire peut faire renoncer par du anticipation. faire, Oui, Les enfants sont présents, ils signent, c'est vrai. ils ont été informés, ils renoncent. C'est vrai. Le droit étant ouvert, ils peuvent y renoncer. Exactement. Alors, on informe les enfants, on informe aussi les créanciers. On va déjeuner après. Oui. Les créanciers, pour information, sont informés parce qu'un changement de régime matrimonial, ça peut être un moyen, vous l'avez compris, de se défaire un petit peu de son patrimoine et d'amoindrir le gage de ses créanciers potentiels. Donc, il y a une annonce légale qui est faite dans un journal d'annonce légale pour informer les créanciers qui ont 3 mois, eux aussi, pour faire opposition. Dernière petite chose que je peux vous dire, c'est que ces changements de régime matrimoniaux, on les pratiquait plus avant la loi TEPA de 2007. C'est cette loi qui a exonéré le conjoint survivant de droits de succession. Avant 2007, c'est pas si vieux, hein, il y avait des droits de succession entre époux. Et les avantages matrimoniaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étaient un super outil aussi pour limiter la fiscalité, puisqu'encore une fois, ce n'est pas une donation. Tout ce qu'on transmettait par avantage matrimonial était exonéré de droits de succession. Et il n'est pas impossible que le législateur, ayant toujours un besoin accru de finances, revienne sur cette exonération et que les avantages matrimoniaux reprennent cet intérêt, si tant est qu'ils en aient besoin, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup d'intérêts civils, hormis en plus des intérêts fiscaux. Voilà ce que j'avais à vous dire principalement. Est-ce que vous avez des questions ? Pour ceux qui sont sous le régime de la communauté, ça existe aussi les avantages matrimoniaux sous le régime de la communauté. Soit on s'est marié sans contrat de mariage et on est soumis automatiquement au régime de la communauté. Soit on a fait un contrat de mariage pour adopter le régime de la communauté, ce qui est un peu plus rare, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, dans les 2 hypothèses où on est marié sous le régime de la communauté, on peut modifier ce régime en faisant un contrat chez le notaire et on peut apporter des biens personnels à la communauté, prévoir une clause de préciput comme on en a parlé, prévoir une clause de partage inégal de communauté, comme on en a parlé. Ça s'applique aussi. Je vous ai endormi. Si vous permettez, il y a un avantage à la séparation des biens avec une société d'acquêt, comme vous l'avez montré. Je prends un exemple très simple, que j'ai vu et pratiqué déjà pour moi-même. On peut faire des donations entre époux à hauteur de 86 000 €, c'est exonéré jusqu'à...
vous avez des plus-values sur un portefeuille. Qu'est-ce que vous faites? Une donation à votre conjoint de 86 000 € qui vend le portefeuille le lendemain. Et vous avez purgé la plus-value. Et votre épouse vous sera très reconnaissant de cela. Et 2 ou 3 ans plus tard, elle aura réinvesti évidemment dans un portefeuille et elle vous fera en sens inverse une donation pour 86 000 €. Et ainsi, on purge les plus-values. Et ça ne coûte rien. Et outre l'agrément de rencontrer le notaire pour réaliser la donation. Mais c'est vrai, il y a un jeu très, très utile. Alors, ce que l'on ne peut pas faire quand il y a une communauté universelle, parce qu'on ne peut pas donner, faire une donation de bien présent au conjoint, d'un bien commun en tout cas. C'est certainement le régime de la séparation de biens avec la société d'acquet, le régime le plus pertinent, parce qu'on a la précision du régime séparatiste qui est beaucoup plus précis que le régime de communauté, où on a une grosse masse de biens communs avec des problématiques de récompense. Vous savez, quand il y en a un qui a investi des deniers personnels dans un bien commun, là on est beaucoup plus précis, et on a cette possibilité d'utiliser la communauté qui est dans cette société d'acquet. Voilà, merci beaucoup.